On est sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Pupponi, ancien député. Merci Bonsoir. à vous d'être là. Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT 94. Bonsoir monsieur Bonsoir. Hamar. Nous sommes avec Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Et Marc Toiti, économiste. Bonsoir mon cher Marc. Bonsoir Laurence. Avant d'évoquer les sujets qui vous intéressent, évidemment, les retraites, l'inflation, le pouvoir d'achat des Français, on va y revenir longuement. On va juste évoquer cette affaire Pierre Palmade, puisque nous avons de nombreuses informations qui nous parviennent. Peut-être d'abord, on va devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où se trouvent Maureen Vidal et Sacha Robin. Maureen, on est d'accord, Pierre Palmade est toujours hospitalisé, mais il est surveillé en permanence. Oui, exactement, Laurence. L'état de santé donc, de Pierre Palmade ne permet pas encore son transfert vers la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. La situation de sa détention ici à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre est assez simple. Il est affecté dans une chambre au service neurologie sous surveillance policière. Sur place, ses visites et les lettres qu'il reçoit sont filtrées et doivent d'abord être validées par le juge d'instruction et son accès au téléphone est quant à lui limité, comme en détention puisqu'il a déjà été écroué. Plusieurs auditions ont été effectuées depuis hier pour éclaircir un petit peu les circonstances autour de cet accident du 10 février dernier. Une fois que les médecins l'auront décrété, il sera envoyé à la maison d'arrêt de Fresnes et sûrement incarcéré dans une cellule médicalisée. Merci beaucoup. Maureen Vidal sur place avec Sacha Robin. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Vous avez des informations sur les heures qui ont précédé l'accident. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'avant l'accident, il a passé 3 jours sans dormir. Donc à consommer des produits stupéfiants. Entre midi et le moment où survient l'accident de la route, donc qui a provoqué au moins la mort d'un petit bébé, il a eu 8 injections de 3 MMC, vous savez la drogue dont on parle depuis quelques jours maintenant. On sait également que juste avant l'accident, au moment où Pierre Palmade était dans la voiture, il demande à un passager de lui lire un SMS qu'il a reçu sur son téléphone et ensuite c'est sans doute une des raisons qui aurait expliqué le changement de voix de Pierre Palmade. Il y a sans doute d'autres raisons. En tout cas, ce sont les déclarations qui ont été recueillies par les policiers. Donc tout ça méritera ensuite une vraie confrontation avec aussi les victimes. On sait également que Pierre Palmade le reconnaît, il a été inconscient. Il dit qu'il faut que la drogue soit bannie de sa vie. Il reconnaît aussi que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait après avoir injecté des produits stupéfiants. Après s'être injecté des produits stupéfiants. Absolument, il dit je suis dangereux à cause de la drogue. Il explique également qu'il avait suivi un sevrage pour essayer de se soigner et puis qu'en fait il y a 1 an il a tout abandonné, tout lâché. Et donc il est parti dans une dérive complète sur la question en tout cas de la consommation de ces produits-là. De l'alcool aussi, il avait consommé de l'alcool. Alors voilà, et dans les analyses ensuite toxicologiques qui ont été faites par les policiers, donc évidemment il y a la drogue dont on parlait, la 3 MMC, il y a aussi des traces de cocaïne et puis 2 verres de Jet 27, l'alcool. Que vous connaissez, Laurence. Absolument. Mais il y a aussi l'autre volet qui concerne les victimes. Vous l'évoquiez, Louis de Ragnel, ceux qui étaient dans la voiture d'en face, notamment concernant le bébé de la jeune femme qui était enceinte. Les analyses médicales ont-elles donné un résultat ? Alors, il y a une expertise médicale qui dit que le bébé est, au moment où la femme victime a été opérée d'une césarienne pour faire naître son bébé en catastrophe et pour voir s'il était encore en vie, eh bien, le bébé était viable et donc encore en vie. Et il a vécu une grosse trentaine de minutes, donc avant que son cœur cesse de battre. Et ce que dit cette expertise médicale, c'est que il est mort des suites de l'accident de voiture. Donc c'est l'accident de voiture qui a directement provoqué sa mort. Ce bébé n'avait pas de malformation. En tout cas, il suivait le parcours classique d'un bébé. Et donc ça change beaucoup de choses puisque ça va permettre de justifier la qualification d'homicide involontaire pour Pierre Palmade. Et donc, pour le coup, là, la peine est beaucoup plus lourde. C'est une peine comprise entre 10 et 20 ans de prison. Et c'est une peine qui sera ajoutée à sans doute d'autres peines qui seront prononcées contre Pierre Palmade. Voilà, donc pour l'instant, tout ça mérite d'être ensuite confirmé. Pierre Palmade va sans doute demander une contre-expertise pour vérifier, parce que compte tenu de la peine qu'il encourt, je pense qu'il va essayer de faire en sorte que cette peine soit moins forte. Mais voilà, tout est sombre, tout est dramatique dans cette affaire. Tout à fait. On est d'accord que les phrases qu'il aurait prononcées, j'ai été inconscient, je suis dangereux à cause de la drogue, ce sont des phrases qui ont été prononcées avant son AVC, pendant sa garde à vue. On absolument, est d'accord, absolument. Voilà. Oui. C'est important de le préciser. François Pupponi, tout est accablant dans cette affaire. Tout est accablant, c'est surréaliste, catastrophique et vraiment
insupportable. Mais on assiste en direct à la chute d'un homme qui, dans sa chute, entraîne une famille, tue un bébé, tout ça à cause de la drogue. Et à cause de ce problème qu'il a essayé de soigner par la drogue. Et ça nous permet de dire que la drogue est un poison, un danger, qu'il faut essayer de bannir de notre société. Si ce drame pouvait nous permettre d'avoir une vraie vertu pédagogique, y compris que le gouvernement se saisisse d'une vraie politique de prévention auprès des plus jeunes pour essayer d'expliquer tous les drames dus à l'alcool, à la drogue, et y compris sur la santé des uns et des autres, on le voyait avant avec le médecin. Après, il y a juste une petite aparté. Bon, voilà, il n'y a pas de secret d'instruction. C'est-à-dire que tout se fait en direct tout le temps. Là, on est au courant. Dès qu'il y a une audition, on sait exactement ce qu'il dit, ce qui pose quand même, en termes judiciaires, un vrai problème. Louis de Ragnel, les informations nous parviennent. D'où viennent-elles? Alors évidemment, on ne va pas dévoiler le secret de nos sources, évidemment. Non, mais c'est la justice, c'est le c'est des fonctionnement. contacts avec lesquels on travaille. À Europe 1, il y a un service police-justice. Et donc, c'est avec des sources avec lesquelles nous travaillons habituellement. Et il y a d'autres confrères aussi. C'est pas du tout pour diluer notre responsabilité. Non, mais le garde des Sceaux a mis en cause une justice spectacle, en fait, qui se rendait dans les médias, en vérité. Oui, mais en fait, ces accusations, et en même temps, le garde des Sceaux, quand il était avocat pénaliste, était une très très bonne source pour beaucoup de journalistes que nous étions. Non, mais il avait le droit de le faire, puisqu'il était avocat, il défendait ses clients, et il avait le droit de raconter ce qu'il voulait quand il défendait ses clients. Mais ce qui est vrai, c'est que là, il y a un télescopage quasiment parfait entre l'affaire judiciaire et l'affaire médiatique, même s'il n'y a pas vraiment d'affaire médiatique, mais le fait qu'on en parle beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on appelle une sorte de feuilleton un peu dramatique, où on ne parle quasiment que de ça. Et c'est vrai qu'on du coup, on met une focale très importante, nous journalistes, sur cette affaire, puisqu'elle révèle en fait beaucoup de choses qu'on ignorait ou alors qu'on ne voyait pas jusqu'à aujourd'hui, sur à la fois les ravages de ces nouvelles drogues, sur le fait que maintenant elles sont en libre circulation un peu partout sur le territoire, et aussi dès lors que ça concerne une personnalité un peu connue, eh bien forcément ça intéresse plus. Juste rapidement, après ça pose un autre problème, c'est les sanctions appliquées aux chauffards. Et on voit bien qu'il y a une demande de la société et des Français de dire il faut qu'on aille plus loin parce qu'on ne peut plus accepter que quelqu'un qui a tué leur salarié sorte 2 mois après, 3 mois après, n'ait quasiment pas de peine de prison. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut tous être en prison longtemps, mais on sent bien qu'il y a une demande de la société pour dire ce n'est plus acceptable. Et une vraie incompréhension face au fonctionnement de la justice. On va faire une toute petite... Marc Toiti. Bravo à Laurence quand même, parce que c'est une des rares émissions où on ne parle pas que de ça. Non, là, effectivement, mais c'est important parce que la drogue au volant, c'est un fléau. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, parce qui profite le crime. C'est-à-dire finalement, on ne parle pas d'autre chose, mais on va en parler aujourd'hui, maintenant plus grâce à vous. Mais c'est vrai que, bon, alors peut-être qu'il y a une affaire d'État ou pas, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant tout ça qu'on en parle autant. Finalement, ça m'interpelle quand même. Mais bon. À suivre. Encore une fois, on a un phénomène de drogue. Bien sûr, on va en parler ici, bien sûr. Qui est un fléau, c'est un vrai phénomène de société. Sur l'aspect drogue, effectivement, ça c'est une catastrophe, c'est un cataclysme. Préventif, honnêtement, il est important. Et moi, j'assume d'en parler tous les jours et de dire, voilà, et d'informer les auditeurs et téléspectateurs sur le fait que non, prendre de la drogue, ce n'est pas cool, et non, prendre le volant, c'est criminel quand on a consommé des stupéfiants.